Bonjour à tous, bienvenue sur Time Mécanique. Aujourd'hui, on va rencontrer un collectionneur, Geoffrey, et on va parler de sa passion pour les montres, des pièces qu'il possède, par quoi il a commencé, quel est son prochain achat. Salut Geoffrey. Salut Alex, ça va? Ça va et toi? Tout va pour le mieux. Eh ben super, je vois que tu portes une super belle Hublot. Exactement. Je te remercie déjà pour l'invitation, d'être arrivé, c'était parfait. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et je voulais te demander une petite faveur d'amener une montre de ta collection, une Hublot, un beau partenariat. Totalement, avec l'artiste Richard Orlinski. Et vraiment, ce qui m'a plu sur cette pièce, c'est vraiment ce côté art. C'est vraiment, il y a vraiment les deux mondes. Ça a été décisif dans ta décision. Ça a été décisif pour moi, parce que c'est vrai, mais j'ai pas honte de le dire, Hublot de base, c'était pas non plus une marque que j'affectionnais particulièrement. Ouais. Mais quand on aime l'horlogerie, des fois, il faut savoir aussi regarder un petit peu, voir ce qui se fait. Et j'ai trouvé cette collab incroyable, parce que je trouve déjà, quand on voit le cadre en face été, il est incroyable, il a une forme spéciale qu'on voit pas partout. Ouais. Et même au niveau du boîtier, il y a vraiment le côté Orlinski qu'on retrouve aussi dans les statues de Richard Orlinski. Ce côté de forme un peu ovale, de forme un peu structurée, déstructurée même. Je trouve que c'est une pièce incroyable. C'est pour ça, parce qu'on en voit très peu. Totalement. Les gens qui sont passionnés d'horlogerie n'assument pas forcément toujours de porter une Hublot. Ça a été très controversé. C'est une marque très critiquée. Hein. C'est une marque très critiquée, que beaucoup trouvent qu'au niveau de rapport qualité-prix, c'est pas ça. Ouais. Après, il faut aussi se fixer une marque qui n'est pas si vieille que ça. C'est une marque qui a été créée dans les années 80, il me semble. Exactement, qui a été relevée par Biver. Exactement. Il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Et du coup, je pense qu'il faut aussi laisser aux marques aussi un peu le temps de se faire tranquillement. 50 ans ou 40 ans, c'est pas énorme en vrai, quand on voit les années des autres maisons. Ouais, qui sont ouvertes depuis bien plus longtemps. Donc moi, je leur ai laissé leur chance. Et franchement, je suis pas déçu du tout, même au niveau du confort, même au niveau de l'esthétique, de plein de choses. Et elle fait les conversations. Elle fait vraiment les conversations, parce que beaucoup de personnes sont habituées à avoir des Big Bang ou autres pièces classiques fusion simples. Ouais. Et là, on est sur une forme totalement différente. Et moi, j'adore. Super. Tu l'as depuis combien de temps, cette pièce? Je l'ai depuis mars de cette année, mars 2025. Et donc depuis, tout se passe très bien. Depuis, tout se passe très bien. Très content. C'est devenu un peu ma daily. Ouais, ok. Ma daily, parce que je peux la porter un peu n'importe où aussi. Ça Super. passe un peu inaperçu aussi. Je peux pas porter mes grosses pièces un peu partout, donc ça, je trouve que c'est parfait. Ok, très bien. Alors, on va parler évidemment de la collab avec Orlinski. Totalement. Est-ce que, globalement, sur le marché de l'horlogerie, c'est quelque chose qui t'intéresse, auquel tu es sensible? Ou est-ce que tu trouves que les collabs, ça n'a pas toujours été une bonne idée? Moi, on va dire que j'étais assez ouvert aux collabs. Quand j'ai vu par exemple la sortie de la Swatch avec Omega, je me suis dit c'est bien, ça va amener une nouvelle clientèle qui n'ont pas peut-être forcément les moyens d'acheter une Speedmaster, mais en même temps je me suis dit ça va être bien pour Omega également. Ça va peut-être aussi amener des gens qui ne connaissent pas forcément Omega non plus, qui connaissent Swatch, et là il y a une collab qui fait qu'ils vont découvrir également la Speedmaster. Oui, donc tu parles d'un nouveau marché, une jeunesse. Moi je me suis dit c'est une jeunesse. Après il y a eu beaucoup de détracteurs qui ont dit oui, mais il y a trop eu de collab, il y a trop eu de couleurs, et du coup ça casse un petit peu le côté mythique aussi de la Speed. Moi, je le vois pas comme ça personnellement. Je trouve que c'est une montre fun. Même nous, en tant que passionnés d'horlogerie, on n'a pas envie non plus de se faire embêter n'importe où on va. C'est une petite montre fun pour l'été, à la plage, de couleur jaune, de couleur verte. Il y a plein de couleurs en plus. C'est ça. Et je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Je vois pas ça d'un mauvais œil. Ok. Un peu plus la collab avec Blancpain. Ouais. Tu l'as moins bien reçu. Ouais, je l'ai moins bien reçu. Je l'ai moins bien reçu et j'en ai acquéri une. Et du coup, je m'en suis séparé. Ah d'accord. Parce que finalement, en fait, un peu trop épais. Et puis. Ouais, parce qu'on est passé sur un mouvement automatique. Exactement. On va dire que c'est une petite prouesse quand même. C'est une petite prouesse. On aurait aimé retrouver, je pense, dans la Speed. Exactement. Mais c'est vrai que je m'en suis lassé parce que je trouve que c'était un peu trop, même au niveau du diamètre. Même s'ils ont réduit, comparé à la 50 Phantom de base de la collection Blancpain. Ouais. Mais malheureusement, ça n'a pas matché. Ça a pas matché. Je l'ai eu, je me suis dit, ah cool. Et finalement, au fil du temps, je me suis dit non, finalement, pas fan. Ouais, sur le temps, c'était un coup de cœur. En fait, tu as pris la suite de la Speedmaster, on va dire, exactement, dans la collaboration, t'attendant peut-être à la même finition, au même concept, et tu as été un petit peu plus déçu. J'ai été un petit peu plus déçu, on va dire, exactement. Ouais, du travail de Swatch sur cette deuxième collab. Voilà, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Ouais. Après, bon, au prix,
peut pas non plus Ouais, clairement. Ouais. se dire ils vont faire des prouesses, mais je trouve que ça aurait pu être meilleur. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose et que ça fait une bonne pub à la 50 Fathoms finalement? Bah, je pense que toutes ces collabs sont pas mauvaises pour les maisons, pour les grandes maisons horlogères. Pour Swatch, ça a été incroyable, ils ont fait des ventes historiques. Mais je trouve aussi que c'est bien pour l'image de marque de Blancpain, qui c'est vrai que depuis quelques années est un peu poussiéreuse. Ouais. Je trouve que le Swatch Group devrait quand même pousser un petit peu plus sur certaines pièces et sortir un peu plus de pièces ou essayer de les mettre un peu plus en avant. Je trouve niveau marketing, c'est pas trop ça. Ouais. Voilà, après, je sais pas. Et Je fais pas partie du groupe, hein, mais. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu verrais comme, on va dire, troisième collaboration avec Swatch et une marque du groupe, un modèle iconique? Est-ce que tu verrais déjà une suite à ce starter? Je pense qu'une suite serait sympa, Ouais, mais peut-être que ça ferait trop. ouais. Après, à choisir la maison du Swatch Group, je pense, moi, il y a une maison qui me tient à cœur dans leur groupe, c'est Breguet, bien sûr. Mhm. Mais je pense qu'une collab Swatch Breguet avec des mouvements Breguet, aiguilles Breguet, chiffres Breguet, ça serait un peu compliqué. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'on est sur des modèles quand même On est assez sur iconiques. des modèles assez, voilà, assez même À voir haute ce qui est complication, possible. etc., tourbillon. Ouais. Je pense que ça risque d'être compliqué. À voir, on ne sait pas. Hein. Ils peuvent nous surprendre. Et donc, pour toutes les Moonswatch qui sont sorties, est-ce que les dernières qui sont sorties, elles t'attirent? Est-ce que tu trouves que c'est peut-être un petit peu trop? Est-ce que de rajouter Exactement. Snoopy, comment tu vois ça? Moi, je trouve que ça a été un peu trop. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter à 2022 quand c'est sorti, à sortir ces couleurs-là. Ouais, Et du stop. système solaire et se Voilà, limiter au exactement. système solaire. Je trouve qu'après, ça s'est trop perdu, j'en voyais trop. Et après, je trouve qu'on perd aussi l'intérêt. Je Ouais. trouve aussi qu'on perd l'intérêt. Malheureusement, il y a eu beaucoup de spéculation à la sortie. Ouais. Ça a été un peu le souci. Mais après, bon, on a réussi à en avoir. Et je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là. Après, Ok. elle a marché aussi, hein, ça a marché. Ouais. Il y a eu des files d'attente énormes. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils arrêtent à ce moment-là. Je pense que ça aurait été plus iconique aussi. Est-ce que tu aimes ce principe de faire des systèmes, on va dire, de drop pour aller acheter une montre en collab, ou est-ce que tu préfères les collaborations plus discrètes? On va passer peut-être Omega et James Bond, des choses un petit peu plus fines. Bah, on va dire, je préfère ces choses-là, moi, D'accord. que les collabs drop comme ça. Parce que déjà, quand on parle de drop, il y a aussi malheureusement d'autres personnes dans un intérêt complètement L'aspect, différent. ouais, spéculation. La spéculation, et je trouve que ça casse un peu aussi ce truc de, en tant que passionné, d'avoir la montre, parce que c'est complètement autre chose. Quand Ouais. on voyait la file d'attente qu'il y avait à la sortie de la Moonswatch, où des jeunes sortaient de la boutique avec la pièce, Pour la dire, revendre quasiment regardez, il n'y en a instantanément, plus 4-5 000 euros. Moi j'ai vu une scène où un Asiatique a sorti en liquide 3 000 euros pour acheter la pièce. Et le jeune faisait le tour comme ça Incroyable. de la file d'attente en disant il n'y en a plus, il allait se renseigner pour savoir si il en restait ou pas. Ouais. Et il sortait en disant là il n'y en a plus, du coup le prix augmente. Ah, Et ça c'est horrible. C'est fou. C'est horrible. Qu'est-ce qui t'a amené dans les montres? Comment ça a commencé? Alors ça a commencé il y a 13 ans on va dire à peu près. Ok. Je viens de banlieue, je viens d'un quartier, donc je m'en suis sorti financièrement par le travail et je voulais me faire plaisir. Et Rolex, ça revenait dans toutes les bouches. Donc au départ, je me suis dit, je vais m'acheter ma Rolex pour le côté statutaire, clairement. Ok. Je n'ai pas honte à le dire, au départ, je connaissais pas du tout l'horlogerie, mais c'était juste Rolex par rapport à Rolex. Puis quand je me suis acheté une Submariner, ma toute première, c'était une Submariner 16803, Ok. donc une référence de 1987. Et j'adorais or acier, or jaune, lunettes en aluminium. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ça coûte aussi cher en fait? Pourquoi Ok. ça ferait la Par différence une comparé à question de d'autres montres? curiosité, ouais. Voilà. Petit à petit, j'ai regardé l'histoire de Rolex et de l'horlogerie en général. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable ce que l'humain peut faire. En fait. Ouais. Quand on voit toutes les prouesses techniques que même la maison Rolex, moi je suis fan de la maison Rolex, ce qu'ils ont pu faire avec la Submariner, ce qu'ils ont pu faire avec la Daytona, ce qu'ils ont pu faire avec tellement de pièces. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je me suis dit, en même temps, ça me fixe des objectifs, moi, dans ma vie, en me disant, plus j'évolue dans mon travail et dans ma vie, plus j'ai envie de me faire plaisir avec d'autres pièces. Donc en fait, pour moi, les montres, c'est aussi un marqueur de se dire de prouesse aussi pour soi. Mhm. Prouesse technique pour la maison et pour la marque, Ouais. et prouesse aussi pour soi, pour le travail, pour soi-même et évoluer. D'accord, très bien. Et après, j'ai su Oui, regarder parce que d'autres marques. t'es rentré sur le marché avec Rolex, en fait, sans trop savoir la technicité du Exactement. produit, la finalité. Exactement, je suis rentré comme ça, et petit à petit, j'ai regardé les mouvements, la fiabilité, la robustesse, et je me suis dit, ah oui, là, je comprends les prix. Ok. Je comprends pourquoi, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les prix des montres. Voilà, il y en a, ils se disent, c'est juste pour être dans un statut. Oui, un statut Pas du tout, social, pas ou du tout. des matériaux spécifiques. Pas du tout, et quand on voit les Rolex même des années 80, les patines que ça peut prendre aujourd'hui, Ouais. le changement de couleur de cadran et autres, on se dit, mais on n'a pas ça dans d'autres pièces. Ouais, c'est vrai. Et il y a plein de choses comme ça. Et du coup, depuis l'horlogerie, c'est devenu une énorme passion. Et après, j'ai collectionné énormément de pièces. Et à quel moment tu t'es dit, je vais collectionner?
Tu savais que ça allait partir comme ça? Ouais. Ouais. Dès que, T'avais au bout pris le de, virage. franchement, au bout de 4-5 mois après que j'ai eu ma submarinaire, je me suis dit, bon, c'est incroyable. Donc ça me pousse à travailler. Ouais. À te fixer des Voilà, objectifs. voilà, me fixer des objectifs. Et je me suis dit, bon, il y a quoi comme autre maison? J'ai découvert Audemars Piguet. Et là, j'ai dit, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Audemars Piguet? Franchement, pour moi, c'est déjà leur technique. Quand on voit tout ce qu'ils ont pu faire, c'est quand même les rois dans le squelette aussi. C'est la montre squelette, c'est quand même une montre iconique chez eux Ouais, aussi, une c'est eux belle qui l'ont référence. inventé, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment le modèle de Genta. J'ai découvert Gérald Genta, j'ai vu ce qu'il avait dessiné, la Nautilus, la Royal Oak, et j'ai trouvé le design incroyable. Bien sûr, le mouvement aussi, Ouais. incroyable. Et puis l'histoire aussi d'Audemars, qui a eu avec Gégère des mouvements, etc. Il y a eu tellement de choses. Et je me suis dit, non, c'est incroyable. Et je l'ai eu à l'époque où c'était encore facile d'en avoir, entre guillemets. Ouais, Chez Bucherer, justement. T'es bien tombé. Oui, Ouais. quand ils étaient détaillants. Quand ils étaient détaillants à l'époque. Et franchement, j'ai eu de la chance d'en avoir chez eux. J'ai eu 2 pièces, une 15400 Ok. et une 26320 BA. Mhm. Donc une Royal Oak chrono Ouais. en or avec Mais- le cadran bleu. Un petit peu dans le style, on va dire, d'une offshore, mais Exactement, mais sans, exactement. tout acier. on va dire. Celle-ci, oui, voilà. Tu On va l'avais dire. tout acier, ouais. Ouais, exactement. 15400 tout acier et 26320 en or. Et incroyable, incroyable. Malheureusement, cambriolage en 2023. Donc Ouais, c'est toujours le risque, on va dire. c'est quand toujours on- le risque, Quand malheureusement. on porte ces pièces. Ça t'arrivait justement à les porter Ouais, moi, assez régulièrement? moi, je me dis, on s'offre ce genre de pièces, c'est une récompense pour soi-même. Ouais. Et on aime l'horlogerie. Et pour moi, c'est important de porter les pièces qu'on achète parce que c'est pour nous. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, ouais, je les porte. Je fais attention, je vais pas n'importe où avec, Mhm. mais je suis un passionné et j'aime l'horlogerie. C'est pas pour les laisser au coffre. Je fais très attention, mais pour moi, les montres, faut qu'on les porte. Ouais, il y en a jamais eu une que t'as achetée, que tu t'es dit, je vais peut-être pas la mettre, ou pas ce jour-là. Jamais. Ouais, jamais Je limité. sais quand je vais dans un endroit quelle montre je vais porter la veille. Ouais. Je le sais Oui, déjà quand je t'arrives vais à aller au tout, coffre. à tout Je sais planifier très comme il bien. faut. Tout est planifié. Ok. Alors donc t'as fait Rolex, après Audemars. Qu'est-ce qui est arrivé après? Tu t'es rabattu sur Rolex? Alors, j'ai eu beaucoup de Rolex. Et après, j'ai un ami qui est passionné de Zénith. Ok. Et du coup, j'ai aussi découvert Zénith via Rolex également. Ouais. Puisque c'est le Ils ont mouvement qui a partagé équipé les la mouvements, Daytona. en Exactement. effet. Donc, du coup, bah, j'ai découvert Zénith. Et petit à petit, je me suis dit, ah oui, c'est magnifique. Et après, j'ai acquis une Zénith. J'ai eu une Rainbow Flyback, une pièce de 2002, Ok. cadran bleu, avec le bracelet Camille Fournet bleu pétrole. Ok. Pièce incroyable. Ah ouais. Et là, je me suis dit, c'est aussi quelque chose. Et après, j'ai regardé un petit peu à droite, à gauche. Et je te dirai tout à l'heure, du coup, ma nouvelle pièce bientôt. Avec qui grand arrivera dans ma plaisir. collection. Alors combien de montres possèdes-tu aujourd'hui à peu près? Si tu pouvais nous donner soit le chiffre exact ou une estimation. Ah, je vais compter carrément sur mes doigts. Ah, Alors, j'ai la Green Mint ok. Datejust. Ouais. La Green Mint fond noir, qui est à ma femme d'ailleurs. Dédicace, la Green Mint est à ma femme. La Green Mint, la même référence en noir, la Hublot en Linsky, la 126-518 Daytona Pikachu, la GMT Master 2 Batman, la Submariner 126-610, une Zenith Vintage, et il me semble que c'est tout là. Donc on a 7. Et une Tissot. Et une Tissot PRX, je l'avais édition oublié. Bucherer. Exactement, édition Bucherer, donc Ouais, ouais, elle 8. m'a marqué celle-là. 8. Ok, super. Est-ce que tu as une préférence? Une montre que tu préfères vraiment dans ta collection, peut-être qui se démarque? Tu me diras toujours la prochaine, mais actuellement. On dira toujours la prochaine. Actuellement, vraiment, la Daytona. Ok. T'as eu un Franchement, coup de cœur quand coup de cœur. Bah, pour l'anecdote, pour cette pièce-là, je l'ai vue au Watches and Wonders en 2023. Ok. J'ai appelé mon AD. Je lui ai dit, il me la faut absolument. Ils m'ont dit, écoute Geoffrey, on va voir ce qu'on peut faire. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont appelé le jour de mon anniversaire pour me dire de venir, pour mettre un peu à jour ma liste de souhaits. Ouais. Et quand je suis arrivé, ils m'ont fait genre, oui, avec la petite tablette pour voir un petit peu où ça en est aux listes de souhaits. Et ils sont arrivés avec une boîte verte. Ma femme était au courant, donc elle était là. Elle a amené un gâteau d'anniversaire et ils m'ont ouvert, c'était la montre. Donc rien que pour ce souvenir-là aussi, c'est une Ah ouais, ma pièce préférée. quelle anecdote. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Puis j'aime beaucoup cette référence par rapport à ce côté vintage un petit peu, les aiguilles beaucoup plus fines, comparé à la 116-528 qui était noir sur blanc et un peu plus épais. Et là, je trouve que c'est parfait. Le Risley Or autour de la lunette céramique, l'Oyster Flex d'un confort incroyable. Non, c'est une pièce, je suis fan. Ouais. Vraiment, je suis fan. Qu'est-ce qui t'a amené sur la Daytona? C'était une passion ou Je comment t'es voulais, arrivé je dessus? voulais une Daytona parce que, pas pour le côté c'est la montre la plus dure à avoir ou autre, c'est vraiment, je trouve que c'est une montre déjà iconique. Je fais pas de course pourtant, hein. Mais je sais que c'est la montre de course pour la course Daytona, pour Paul Newman, pour plein de choses comme ça, c'est une montre iconique. Il fallait absolument que j'en ai une dans ma collection.
Ok. Et je trouve que celle-ci, je préfère les vintage. Ouais. Et je trouve que celle-ci faisait vintage sur du moderne. Ok. Ouais, un néo Et je voulais une vintage. pièce différente aussi, discrète, c'est bizarre à dire parce qu'elle est en or, mais il y a un bracelet caoutchouc. Donc je voulais vraiment une pièce or sur cette pièce-là. Ok. Et je m'en lasse pas et je voulais un cadran champagne comme ça. Et incroyable. Vraiment coup de cœur. Ok. Coup de cœur. Et qu'est-ce que tu penses des dernières références? Qu'est-ce que ça t'inspire, le fait Sur les qu'on soit Daytona ou passé... surtout. Alors on va faire d'abord sur les Daytona, puis après sur toute la gamme Ouais. en général, puisque tu es un petit peu plus Rolex quand même. Ouais. Le fait alors qu'on fasse des fonds apparents sur les Daytona, comment tu vois ça? Bah, je trouve que c'est bien parce qu'on en oublie aussi de dire que des fois, même si c'est usiné entre guillemets Rolex, ils font de très beaux mouvements avec de très belles finitions. Et je trouve que c'est dommage que moi sur la mienne, sur ma 126-78, malheureusement, elle n'a pas le fond ouvert. C'est que sur les platines et sur la Le Mans. Et il sur me la Le semble, Mans, en sur la effet, Le ouais. Mans, sur toutes les versions de Le Mans. Je trouve que c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait sur les versions or. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a de très belles finitions. Ce qu'ils ont fait aussi sur la Land Dweller. La Land Ouais. Dweller avec le mouvement d'Inapulse, ce nouveau mouvement échappement d'Inapulse. Oui, parce que toi C'est tu une l'as pièce vu incroyable. Je l'ai vu au Watches and Wonder. Je quasi suis sur liste à sa d'ailleurs. sortie. Ouais, je suis sur liste Et- d'ailleurs. Et franchement, rien à dire. Le Ouais, Réo rien à est dire. fin comme ça. C'est une pièce vraiment incroyable. Le bracelet, super flat, je crois. Un truc comme ça, je crois. Mhm. Et, franchement, incroyable. La lunette Canley qui est différente d'une Datejust. Ouais, t'as eu un vraiment bon Ah ressenti. ouais, vraiment beau ressenti. Et le cadran Nida Bay, magnifique. En fait, il faut voir en vrai pour se rendre compte. En photo, on ne peut pas Ouais, se rendre compte que la on pièce voit est pas assez incroyable. bien. Ouais, totalement. Ok. Plutôt neuf ou occasion? Neuf. Neuf. Ouais. Vintage ou moderne? Alors j'ai envie de te dire moderne, Ouais. mais sur certaines pièces vintage. Sur Lesquels, les par exemple? Submariners, par exemple, j'ai une Submariner avec les nouvelles, les 126-610. Et plus je vois les Submariners avec la lunette alu, plus je me dis en fait, ces pièces-là vieillissent avec toi. Ouais. Le céramique, dans 10 ans, c'est la même chose. Exactement, ouais, c'est figé. C'est figé. Tandis que l'aluminium, voilà, dans la patine travaille. au soleil, au coffre, il y a une couleur différente qui peut varier. Elle vieillit en même temps qu'on vieillit, en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a que ce charme-là qu'il n'y a plus sur les modernes. Ok. Et donc tu t'achèterais aujourd'hui une référence vintage? Est-ce que tu serais capable de passer Ouais. Sur une pièce en particulier, une 1675 œil de tigre. Ok. Une GMT 1675 parce que je trouve que c'est une pièce incroyable, qui est aussi une pièce boudée un petit peu sous-cotée, je trouve, Ouais. comparée à d'autres références vintage. Mais ouais, je partirais sur une pièce comme ça. Ok. T'aimes bien les pièces un petit peu boudées en général, comme on va dire la Air King, Les Air qui n'a King, pas eu un franc succès, Qui a pas eu un malgré franc qu'elle succès. soit quand même belle et bien retravaillée par Rolex. voilà, la La nouvelle Migos. référence en plus, je la trouve beaucoup plus belle. Ouais. La Air King nouvelle référence, Que la les- 126 900 il me semble, Ouais, que la 116. que la 116, par rapport au 0 qui a été rajouté, par rapport à... Comme l'ancienne référence, je crois que c'était un boîtier un peu Milgauss, Ouais. qu'on va dire un peu épais, tandis que là, voilà, beaucoup moins épais. Et puis je trouve qu'elle passe vraiment bien. J'ai un ami qui en a une, Mhm. et il a fait un très bon choix. Ok. Et des montres plutôt de collection, est-ce que tu irais un jour, par exemple, je sais pas, chez Omega pour une Speedmaster, sur une Daytona ancienne? Franchement, une Daytona ancienne peut-être. Ok. Une Daytona ancienne peut-être. 62, 63. Ouais. Mais bon, au niveau des prix, on va se calmer un peu. Mais c'est ouais, bon. peut-être. Ok. Uniquement sur du Rolex du coup? Pour Pas le vintage? forcément. Il y a la tradition de Breguet aussi qui me parle beaucoup Ouais. par rapport au mouvement, par rapport au visuel de la pièce, au design. Je trouve que c'est une pièce incroyable. Ok. Donc il y a plein de petites pièces comme ça. Je chine un petit peu à droite à gauche. Je regarde un peu même beaucoup les indépendants moi maintenant. Beaucoup les indépendants aussi. Ouais, on avait parlé de la dernière fois qu'on s'est vu de Romain Gauthier. Exactement, qui a sorti une pièce incroyable en carbonium aujourd'hui. qui est C'est quelque chose incroyable. qui pourrait. Ah, Toi, totalement. tu vas prendre ce virage-là on va dire D'indépendant, de oui. passer vers. Oublier un petit peu l'image de marque et aller sur de la haute horlogerie, des finitions. Totalement, Ouais. exactement, parce que l'image de marque, c'est bien. Rolex, c'est très bien, j'en suis fan, j'adore la maison. Mais c'est vrai que plus je vois des maisons indépendantes, le travail qu'il y a derrière, et quand on voit, c'est de très peu de quantité aussi. Ouais. C'est du 500 à 1000 Des pièces par an, petites séries, ouais. des petites séries. Et ça, je trouve que si c'est avoir une pièce comme ça, c'est autre chose, c'est un travail aussi particulier. Plus peut-être que les maisons comme Rolex ou autres, parce que c'est autre chose, c'est pas beaucoup de pièces, le personnel est réduit, c'est pas la même chose. Ouais, des finitions à la main. Les finitions à la main, c'est incroyable. Et oui, Romain Gauthier fait partie des marques que j'apprécie énormément aussi. Oui. Ok. Pour les prochaines montres, donc on avait évoqué, je sais que tu es assez intéressé, mais je sais pas si tu vas passer le pas, Ouais. Gégère-Lecoultre. Tu m'avais parlé Gégère du le Reverso, Exactement. C'est aussi dans ma tête. c'est aussi Le dans problème, ta c'est que tête. quand on aime l'horlogerie, on a tellement de marques dans la tête qu'on est des fois obligé de faire un choix.
Mais j'ai géré le coup également avec aussi la Polaris que je trouve Ok. incroyable. Polaris, magnifique pièce. On en parle peu. Et j'ai gère pour moi qui est, on le dit, l'horloger des horlogers. Ouais. Donc franchement, ouais, une petite Reverso, mais en moderne, je pense aussi. Ce D'ailleurs, serait j'en ai la sorti, prochaine icône à avoir dans ta collection? Exactement. C'est quoi pour toi si tu devais choisir un modèle, un seul iconique de l'horlogerie? Un seul Un iconique, seul iconique. c'est dur. Hein. Ouais. C'est pour dur, ça que je c'est te la dur. pose. Submariner. Submariner, on reste dessus. On reste sur Sur la Submariner. première en fait. Ouais, sur Et la première. référence, est-ce que tu as une référence particulière, comme une 5513 de Belmondo dans le professionnel Est-ce qu'il y a une référence précise? J'ai pas de référence précise. Je dirais ma 16803. Ok. Parce que ça a été la première. Après, de référence précise par rapport au film ou autre que j'ai pu voir, non, c'est vraiment celle du cœur, c'est ma première que j'ai achetée en fait. Est-ce qu'il y a t'as été influencé par des films, des montres qui ont été portées dans des tournages, qui t'ont donné envie d'avoir peut-être un modèle Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non, 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 moi, c'est souvent quand je regarde les films, je regarde tout le temps le poignet, Ouais. voir ce qu'il peut avoir. Je crois Et, qu'on a tous ce on réflexe-là. a un tous petit ce peu réflexe, c'est un de truc de savoir dingue. qui Pas porte que quoi, dans les ouais. films, même dans la rue. Je Ouais, regarde tout le temps dans le poignet, quotidien. Exactement. Quand on aime les montres, c'est fou. Et du coup, non, dans les films, non, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup regarder ce qu'ils portent. Mhm. Après, souvent, bah, je vois que c'est. Après, je vais taper sur Internet, montre, film. Après, je vois que c'est souvent sponsorisé aussi. Ouais. Mais c'est vrai que non, dans les films, ça ne donne pas forcément envie d'aller acheter la pièce. Ok. C'est vrai que je regarde et je me dis, pas mal. Mais est-ce que l'histoire d'une pièce, par exemple, peut t'impacter? Oui, oui, oui. Est-ce Ça, que sur ça, oui. Ouais. Sur ça, oui. Parce que, comme je dis, on achète une icône. Donc, on achète l'histoire qui va avec. Et pour moi, l'histoire dans une pièce, c'est important. Moi, j'ai acheté une Zénith vintage sur un marché dans le 7e arrondissement. Ouais. Franchement, elle était au milieu de plein de montres. Et j'avais vu une pièce qui était gravée au dos, l'anniversaire d'une personne. Et en fait, c'est quelqu'un qui lui avait offert à sa retraite. Mhm. Donc en fait, c'est des histoires comme ça. C'est bête, hein, peut-être, mais je trouve que c'est des histoires. C'est un moment de vie de quelqu'un. Ouais. Et je trouve qu'une pièce vintage, il y a des gens qui n'aiment pas quand les montres ont été trop portées. Ouais. Alors que moi, je trouve que la montre Toi, a tu trouves vécu que ouais, et chacun a son histoire ça lui avec a la donné pièce. du charme. Exactement. Tu la polirais pour rien au Non, monde. moi, une montre, Ouais. faut qu'elle reste dans son jus. Ok. Pour moi, c'est important. Jamais même les tiennes, par exemple, Non. si demain tu rayes malencontreusement ta Daytona, tu la... Je l'ai rayé au fermoir. Ah mince. Bon, ça fait mal pendant 1 heure, j'étais comme ça. Je me disais, oh là là, comment j'ai fait? J'ai cherché comment j'ai fait. Mais après, je me suis dit, tu les portes, c'est fait pour vivre. Ouais, en Tu les effet. revendras pas. Donc, si elle tape, elle tape. Et Ouais. puis ça vit. Et puis dans 10 ans, tu verras plein de rayures et tu te diras, peut-être que tu te rappelleras que cette rayure, c'était à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la spéculation qu'il y a sur le marché? Parce que ça, c'est un sujet, il faut forcément qu'on en parle. Ah, mais totalement. Ça fait partie on va dire, de notre passion. C'est que c'est un sujet à un moment. On va parler de prix, on va parler de disponibilité. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je trouve que depuis quelques temps, on va dire peut-être 1 an et demi, voire 2 ans, je trouve que le marché s'est assez tassé. Et je trouve que c'est bien. Parce que malheureusement, il y a eu des gens qui n'étaient pas du tout passionnés par l'horlogerie, qui sont rentrés sur ce marché pour juste faire de l'argent. Donc ça a bloqué un petit peu, ça a mis des freins à beaucoup de passionnés qui voulaient vraiment avoir ces pièces-là. Et du coup, moi je trouve que ça a été quelque chose de mauvais pour l'horlogerie. Ça peut être bon pour faire connaître les maisons à la jeunesse ou à certaines personnes, Ouais. mais mauvais dans le sens où c'était juste pour faire de l'argent. Alors qu'on est là pour aimer les montres. On aime les montres pour ce que c'est, pour la création, pour le savoir-faire, pour l'innovation, et non pas pour faire 10-15 000 euros dessus. Ouais. Donc je trouve ça horrible. Moi, dès que mon AD me dit que la pièce est là, moi j'ai toujours la même émotion aujourd'hui quand j'achète une montre. Ça partira jamais parce que justement, c'est du travail. On n'est pas là pour spéculer, là pour revendre la pièce derrière. On est là parce que c'est comment dire, c'est plaisir. une victoire, c'est un plaisir. On se dit, je me fais plaisir. Et c'est le plus important. Le reste, c'est n'importe quoi. Franchement, la spéculation, pour moi, c'était n'importe quoi. Est-ce que tu trouves qu'il en reste encore, ou peut-être sur certaines pièces? Sur certaines pièces, il y en a. Hein. Sur certaines pièces, il y en a. Je sais que sur les nouvelles références de OP, par exemple, Ouais. Euh, Oui, les colorés, les coloris pistachio. pistaches, etc., j'en ai vu à des prix à 17 ou 18 000 euros à la revente, Ouais. sur une pièce à 5 000 ou 6 000 euros. C'est n'importe quoi. Restons cohérents. Au bout d'un Est-ce que moment, faut tu rester penses cohérent. qu'à un moment, ça va se couper tout ça? Parce que... Je pense que le marché a toujours été un petit peu comme ça. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va se tasser dans des prix cohérents, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, certes, il y a la disponibilité en boutique où c'est très dur d'en avoir. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent, bon, moi je l'ai là, tu la veux, bah tel prix. Ouais. Mais il faut rester cohérent. Une Daytona qui sort à 31 000 euros, elle coûte 16 en boutique, je trouve que c'est un peu abusé.
Est-ce que tu penses qu'on revivra ça ou qu'on a vécu une période de fou en se disant pendant le Covid, on avait des Daytona qui sortaient à 50 000? Je pense que Tu penses que ça restera dans l'histoire, ça ça? restera dans l'histoire parce qu'on sortait du Covid. Donc beaucoup de gens, c'était le confinement, ont pu épargner. Donc c'était complètement différent. Il y a eu la crypto, il y a eu plein de choses comme ça. Et je pense qu'on revivra plus ça. Mais c'est bien en même temps parce que le marché a retrouvé une stabilité, on va dire. Ouais. Et c'est le plus important. Comme ça, on se retrouve vraiment, on voit les vrais passionnés. Ouais. Et les spéculateurs sont sortis de cette boucle-là, de cette bulle-là. Et maintenant, ils vont ailleurs. Est-ce que tu penses que il y a que Rolex ou en partie qui va être spéculé ou est-ce qu'il y a d'autres marques que ça touche? Bah, il y a eu Audemars pendant un moment. Audemars beaucoup moins aujourd'hui, beaucoup moins. Et c'est bien aussi pour eux. Ça leur permet de vendre aussi leur code 1159, d'autres Ouais. pièces que personne ne regardait à l'époque. C'était que Royal Oak, Royal Oak, Royal Oak. Et je trouve que c'est bien. C'est positif aussi pour les maisons. Faut pas qu'ils voient ça. Parce qu'il y a des gens qui se disaient c'est aussi positif la spéculation pour les maisons. Oui, oui. Alors que je trouve que ça pouvait aussi les desservir. Parce que les gens n'étaient que vers une Daytona, une Submariner. Là, cette année, il y a la 1908, Ouais, une qui est une nouvelle pièce arrivée. incroyable, nouvelle arrivée. Il y a plein de choses très jolies et d'autres collections dans les Ouais. maisons. Et je trouve que c'est bien, moi, que la bulle ait été percée. Je trouve que c'est important. Ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a par exemple cette spéculation, ou peut-être sous un angle différent chez Patek Philippe? Oui, oui, oui. Alors là, je crois que Patek, c'est... Parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de rentrer chez Patek aujourd'hui, de rentrer chez Patek, dans une boutique. voilà, au salon Patek, c'est impossible. En premier achat, on veut une Nautilus. Ouais. C'est impossible. Il faut acheter une grande complication, il faut faire ci, faire ça. Ils essayent de surveiller un minimum aussi leur clientèle, ce que je peux comprendre, au vu que je crois qu'une Nautilus, ça sortait dans les 120, 130 000 à un moment, voire Ouais. plus. Je crois qu'on était dans les 30 000 ou 28 000, je crois, sur une pièce en acier. Ouais. C'est n'importe quoi. Un moment, comme je dis, il faut rester cohérent. Faut vraiment Mais est-ce rester que cohérent. tu penses que c'est bien de restreindre leur marché comme ça, ou qui s'ouvre un petit peu plus, on va dire, à une clientèle? Bah, je trouve que ils devraient peut-être un peu plus s'ouvrir. Après, je pense qu'ils ont aussi envie de garder leur clientèle. Stern avait dit une phrase il n'y a pas très longtemps, les personnes qui critiquent la cubitus n'auront jamais de Patek. Donc c'était un peu un pic aux gens, en gros, ne venez pas chez nous. Ouais. Alors que je trouve, oui, ça serait bien qu'ils s'ouvrent un petit peu. Ça serait bien qu'ils s'ouvrent un petit peu avec les collections. Bah, ils essayent un petit peu avec la Calatrava, Ouais. qui a beaucoup de déclinaisons. Il y a eu la Racing un moment avec des aiguilles de différentes couleurs. Donc ils essayent un petit peu aussi de s'ouvrir au niveau du design à autre chose. Et je trouve que c'est bien aussi. Tu pourrais, toi, avoir une Nautilus, c'est ça quelque chose que tu aurais sur ta liste? Un moment, ouais. Un moment, c'était une 5712. Ok. Avec la face de lune, c'était une de montre de rêve. Le problème, c'est qu'après, pareil, la spéculation, trop de personnes. C'est bête à dire, mais trop de personnes avec. Alors que Rolex, voilà, il y a aussi trop de personnes avec. mais je trouve que ça a cassé un peu ce mythe que j'avais, moi, de cette pièce-là. Et du coup, bah, là, je suis sur autre chose. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est embêtant quand tu croises quelqu'un dans la rue qui a la même montre que toi? Pas du tout. Non, du tout. Ce qui est embêtant, c'est quand moi je suis quelqu'un, quand j'aime l'horlogerie, je vais voir la personne, je lui dis ah magnifique pièce et tout, donc je commence à parler montre. Mais quand je vois que je vais parler en référence par exemple, ou l'histoire de la pièce, ou ah je sais pas, c'est la montre qui va sous l'eau. Limite pour une Submariner, c'est Ouais. ça. Et là je me dis, c'est Ça ça qui me fait titille tâche, un peu. Ouais, parce qu'en fait les personnes souvent achètent pour le côté statutaire. Et c'est dommage. Moi je trouve ça dommage. Je peux comprendre, hein, voilà, on a envie de se faire plaisir parce qu'on a réussi financièrement dans notre vie ou autre. Mais quand même, moi c'est la passion de l'horlogerie. Quand j'entends ça, ça me titille un peu. Mais bon, Ouais. chacun fait ce qu'il veut. L'arrivée des jeunes sur le marché, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'à un moment, on disait, à l'ère du numérique, on a l'heure sur les portables, sur les ordinateurs. Que va devenir l'horlogerie, en fait? Après la crise du quartz, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la présence d'une jeunesse, d'une relève sur le marché? Est-ce que tu trouves qu'elle est présente, qu'elle est active, qu'elle arrive peut-être avec plus de moyens que la précédente? Mais moi je trouve que oui, parce que je vois de plus en plus, quand je regardais des statistiques, je sais plus où je voyais que les 15-25 ans, il y a beaucoup qui s'intéressent à l'horlogerie. Justement dû aussi à la collaboration entre Swatch et Omega. Et même les montres connectées, les Apple Watch, etc. Je pense qu'ils ont aussi amené à porter quelque chose à notre poignet, aux jeunes de porter quelque chose au poignet, et du coup aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Donc du coup à ce moment-là, ils ont découvert peut-être Rolex, Audemars, etc. Et c'est vrai que la musique préférée en France des gens maintenant, c'est le rap. Et dans le rap, beaucoup de rappeurs vont citer des marques d'horlogerie.
Donc forcément, les gens, ils vont entendre cette marque-là, ils vont aller taper, ils vont regarder. Je trouve que c'est bien, c'est positif. Et je pense que vraiment, ils s'investissent beaucoup. Quand on va maintenant dans les maisons horlogères, il y a beaucoup de stagiaires très jeunes. Quand on va même chez Bucherer ou chez Dubaï, quand on voit, il y a beaucoup de stagiaires très jeunes. Et je trouve que c'est bien. C'est bien, ils vont amener peut-être aussi un nouveau souffle. Et aussi, je trouve que l'horlogerie maintenant peut aussi... ils ont besoin de cette jeunesse pour prendre un peu, des fois, plus de risques, être un peu plus cool, fun. Et je trouve que c'est important. Ok, justement, tu parlais, on va dire, des montres connectées. Ça me fait penser à François-Henri Benamias qui a dit ça, qu'il ne voyait pas du tout l'inconvénient de porter une Apple Watch, il n'y a pas de concurrence. Et justement, ça a amené des montres au poignet des gens. Qu'est-ce que tu penses du passage de François-Henri Benamias chez Audemars Piguet et du fait qu'il soit maintenant parti? Est-ce que tu penses que ça a vraiment changé l'idée de la marque, que ça a apporté quelque chose? Oui, moi je trouve, parce qu'il a vraiment pris des risques. Il a pris des risques surtout dans les années où personne ne pensait que ça pourrait marcher. Quand il a fait les collaborations avec Jay-Z, tout le monde lui a dit mais ça va pas ou quoi? Le hip-hop et la haute horlogerie, c'est impossible. Et après on l'a vu en fait que le luxe en général a su collaborer avec le hip-hop, avec la rue. Et je trouve que c'est important. Et il a fait quelque chose d'énorme. Il a fait quelque chose d'énorme. Quand on voit le chiffre d'affaires d'Audemars avant son arrivée et quand il est parti, les gens ne peuvent pas dire qu'il n'a pas fait quelque chose. C'est incroyable. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et il essayait vraiment de dynamiser Audemars en allant auprès des collaborateurs, vraiment amener sa patte, ce côté humain. Il essayait vraiment d'amener ce côté humain. Et je trouve que c'est important. Et aussi au niveau de prendre des risques. Parce qu'il a pris des risques avec la Code. En il s'est effet, fait déchirer avec la Code. Il a pris des risques. C'est une montre qui est très jolie. Et je trouve que c'est important de prendre des risques. Il faut des gens qui prennent des risques. Il l'a fait. Et je trouve qu'il a fait un très très bon passage chez Audemars. Et qu'est-ce que tu penses du fait que, alors, il a amené, comme tu le disais, Jay-Z, le hip-hop, la musique, chose qui a plutôt, on dirait, bien marché. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il soit arrivé dans les studios Marvel en se disant, j'ai une idée, on va faire une montre avec des personnages Marvel? Comment tu vois on va dire, cet aspect de la collaboration? Elle a été énormément critiquée, pareil, justement, dû aux prises de risques. Et je trouve qu'il a pris un risque qui a fonctionné. Des fois, il faut prendre des risques dans la vie. Il l'a fait. La première, j'étais moins fan que... je préfère la Spider-Man. Pour être franc, je préfère la Spider-Man quand on voit le petit Spider-Man avec les pieds qui sortent sur le mouvement. C'est aussi une prouesse technique. Les gens voient que la collab avec Marvel, mais quand on voit les détails de création de la pièce, c'est de la haute horlogerie, c'est incroyable, c'est de l'art. Et moi, je trouve que c'est une pièce incroyable. Alors, tu as aussi rencontré, toi, pas mal de monde. Comme, on va le mentionner, mais GMK, qui est quand même un grand fan d'horlogerie. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses d'une collection aussi complète que la sienne? Est-ce que tu trouves, toi, qu'elle est complète? Sinon, qu'est-ce que tu rajouterais? Que penses-tu de tout ça? Il a une très belle collection, hein. Mais je pense qu'il devrait rajouter des pièces un peu plus classiques. Un peu plus Breguet, par exemple, ou un peu plus de marques indépendantes, Ferdinand Berthoud, Romain Gauthier. Je trouve que ça serait une collection vraiment complète, là. Parce qu'il a tout, hein. Quand on voit tout ce qu'il a, il a tout. Il a toutes les Daytona, il a toutes les Royal Oak, il a des Richard Mille. Mais c'est vrai que je le verrais bien avec des marques un peu plus niche. Donc des marques comme Romain Gauthier, comme Ferdinand Berthoud, comme Recep, comme plein de maisons comme ça. Je trouve que ça pourrait compléter pas mal sa collection aussi. Je le verrais bien avec ce genre de pièces. Est-ce que tu vois une évolution du moment où tu t'es intéressé aux montres et à aujourd'hui sur le fait que ce soit quelque chose qui puisse nous mettre en danger lorsqu'on porte une belle montre? Je l'ai vu par rapport à moi. Moi, j'ai vécu ça, un cambriolage en 2023. Après, j'ai envie de dire, les cambriolages, ça existe depuis la nuit des temps. Mais je veux dire, je le vois quand on voit des amis à moi qui n'osent même plus venir à Paris avec leur montre, justement, de peur de se faire arracher leur montre. Je trouve qu'on est dans une ère où, dû à la spéculation aussi, malheureusement, les gens se disaient, une Daytona, je l'arrache, même si elle n'a pas de papier, je vais la vendre, je vais me faire 10 000, 15 000 euros. Et je trouve que c'est vraiment ce côté spéculatif qui a aussi créé un engouement chez les jeunes à aller arracher les montres. Donc le fait aussi que le marché se soit stabilisé, ils se sont rendus compte aussi qu'il n'y a plus aussi autant d'argent à se faire qu'avant. Et je pense que ça a aussi calmé. Mais je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que les gens se frustrent aussi. Ils sont frustrés de ne pas porter leurs pièces. Et je trouve ça dommage. Moi, je les porte. Comme je dis, il faut juste faire attention où on va. Mais il faut se faire plaisir, tout simplement. Il faut porter nos pièces, il faut les assumer. Et on aime l'horlogerie pour ça. Faut pas se bloquer. Oui, parce que je vois, alors tu as une casquette Orcos, donc un nouveau concept, on va dire, de fermoire sécurisé sur les pièces. Je crois qu'il se limite pour le moment à Rolex. Exactement. Ce qui est quand même déjà très bien. Est-ce que toi, tu as pensé personnellement à t'équiper de ce système? Oui, alors j'en ai un, fermoir Orcos sur ma Oyster, ma 124-300 fond bleu.
Et franchement, ce qui est bien, en fait, il le dit lui-même, hein, Sébastien le dit lui-même, c'est surtout il y a quelque chose de, c'est pour dissuader la personne. Voilà, il va pas te dire demain quelqu'un il vient, il te braque, tu donnes ta montre. Mais c'est vraiment pour dissuader. Et c'est aussi pour protéger de pertes. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien si demain on a envie même de passer le message. La personne va avoir une Rolex, va voir le fermoir, va peut-être se dire c'est pas un fermoir Rolex, j'irai pas, je sais pas. Donc je trouve que c'est bien, je trouve qu'on rentre dans une ère où malheureusement, on est un peu obligé, malheureusement, de s'équiper pour être en sécurité pour nos toquantes. Et je trouve que c'est bien, c'est une très bonne idée, Orkos. Alors, bon, on était sur Richard Mille. Aujourd'hui, ils détiennent un record, celui de la montre la plus fine du monde. Qu'est-ce que tu penses de cette, on va dire, de cette bagarre avec Bulgari, ou jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce que tu penses du visuel de la montre? Parce que Bulgari a énormément travaillé son Octofinissimo. Richard Mille, qu'est-ce que tu penses de la réponse qu'ils ont apportée à Bulgari? Franchement, moi je suis plus fan du design déjà d'une Bulgari qu'une Richard Mille. C'est très joli, c'est une très belle montre, c'est très beau ce qu'il fait, mais c'est vrai que je suis plus sensible de ce que fait Bulgari quand on voit la dernière Octo, je ne sais plus la référence exacte ou le nom exact, mais je trouve que c'est un design déjà incroyable. Quand on voit le bracelet et le boîtier, c'est une montre qui se pose super bien au poignet avec une finesse, je crois que c'est aussi fin qu'une carte de crédit. Ouais. Voire même un peu plus fin. Un poil fin. Un poil fin. Et cette bagarre, je pense qu'elle va durer, parce que je pense que Richard, il va pas non plus s'arrêter à ça. Mais je suis plus fan de l'Octo après. Je trouve que le design me parle plus. Ouais. Après, c'est fort ce qui fait Richard Mille aussi. On va pas se mentir. Et il y a une histoire avec Audemars aussi avec ça. Donc c'est Audemars aussi avec Monsieur Picciotto aussi qui a lancé RM. Et je trouve que ce qu'il a fait aussi en quelques années, Richard Mille, c'est fort. Oui, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il a été créé, qu'il a créé sa boîte. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui d'une marque qui arrivait il y a 20 ans face à Vacheron Constantin, Blancpain, des maisons qui sont là depuis des centaines d'années? L'innovation. Quand on voit les modèles, quand on voit les pièces en titane, les prises de risque, bracelet en caoutchouc, bracelet en tissu, élastique, je pense qu'il a pris des risques. On parle, en fait, c'est vraiment les prises de risque. Qu'il y a certaines maisons, malheureusement, je trouve, qui ne prennent pas énormément de risques. Et je trouve que Richard Mille en fait partie. C'est des prises de risque constantes tout le temps. Et tout le temps dans l'innovation, à essayer de faire à chaque fois mieux. Ouais. Et ça, c'est louable. Je pense que et c'est super. Et je pense qu'il va continuer. Est-ce que c'est quelque chose que tu porterais, toi? Moi, personnellement, non. Du tout. Non, du tout, du tout. C'est Par pas style, plus par style. Plus par style. Après, il y en a une quand même que j'aime beaucoup. C'est la 6702 parce que justement, elle est plus fine que les autres. Un peu moins épaisse. Mais après, je trouve que c'est trop épais. Ouais. Après, moi, je salue la prouesse technique. Bon, du coup, on va aborder la dernière question. Ta prochaine pièce, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce sera? Alors, j'en ai plusieurs, mais je suis en lice sur la Landweller, sur la RLX Titan Yachtmaster chez Rolex. Et vraiment, c'est la Romain Gauthier, la C, en carbonium, qui est sortie très récemment. C'est une pièce que j'adore. Et Romain Gauthier, ce qu'il fait, c'est incroyable en termes de technicité, de mouvement. Quand on voit qu'il a équipé la Legacy Machine de Chanel, il fait des mouvements incroyables. C'est une marque de niche, il fait très peu de pièces. Et c'est une montre qu'on peut porter tous les jours sans problème. Vraiment, c'est une montre qui passe sous les radars, on va dire. Donc ce serait plus celle-là la prochaine, on va dire. Ouais. Super. Bah écoute, merci d'être venu. Merci à toi, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir.